Bonjour, je suis Cathy, créatrice et animatrice du podcast My Polyglot Life en français et coach NeuroLanguage. En général, j'aide des adultes qui apprennent le français et veulent atteindre un niveau avancé, mais aussi des adultes francophones qui veulent améliorer leur communication en anglais. Mais cette année, j'ai décidé de faire une pause pour me confronter à un nouveau challenge, enseigner l'anglais au Japon dans le cadre du JET programme. Dans cette saison du podcast, la 5e, je partage avec toi des moments de ma vie ici et les réflexions que ça m'inspire. Je vais parler de l'école japonaise, d'éducation, de la vie d'expatrié et de la culture japonaise et aussi de mon propre apprentissage de la langue. Bonne écoute! Bonjour! Aujourd'hui, un épisode sur la France et le Japon. France et Japon sont plus similaires qu'on ne le pense, mais il y a aussi beaucoup de différences. Alors tout d'abord, pardonne ma voix un peu enrhumée, j'espère que le son ira quand même, mais je voulais pas attendre pour enregistrer cet épisode, donc on va être optimiste et dire que ça ira. Si la culture japonaise fascine autant en France, à l'époque des impressionnistes comme dans les 10 dernières années, et la culture française fascine au Japon, c'est peut-être parce que si nos similarités nous attirent, nos différences font que la fascination ne se traduit jamais vraiment en compréhension mutuelle et préserve une part de mystère irrésistible chez l'autre. Bon, pour être honnête, le Japon et ses habitants ethniquement japonais restent un mystère pour tout le monde et pas seulement les Français. Le fait que les Japonais et Japonaises refusent encore, pour beaucoup en tout cas, de concevoir qu'un ou une étrangère puisse parler parfaitement japonais et connaître les codes culturels parfois mieux que certains natifs ou natives, n'aide pas à l'assimilation totale. Chaque culture admire la vitrine, l'extérieur travaillé et poli, polished, de l'autre, mais peine à imaginer ou à accepter son côté plus sombre. Ce qui peut amener quelques touristes japonais à souffrir du syndrome de Paris lorsqu'ils sont dépassés par le bruit, le rythme, la puanteur, la saleté et l'insécurité parisienne, bien loin des clichés qu'ils avaient imaginés. Ce qui est sûr, c'est que, comme partout, aller au Japon ou en France en tant que touriste ou y vivre en tant que résident, ce sont deux expériences totalement différentes. En vivant au Japon, j'en viens à prendre plus conscience des similarités, des choses qu'on perçoit peut-être de manière inconsciente au travers des œuvres artistiques ou des vidéos YouTube qui arrivent jusqu'à nous, mais qu'on ne prend pas le temps d'analyser ou qui sont toujours soumises au doute d'une vision partielle et potentiellement déformée par la distance. Alors, sans plus attendre, plongeons dans les deux cultures telles que je les perçois. Les points évoqués dans cet épisode ne sont que mon ressenti et mon interprétation des choses et n'engagent que moi. Au niveau des points communs, j'en ai listé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point commun, mais aussi avec des différences à l'intérieur, donc plus nuancées que juste ces choses-là sont pareilles des deux côtés. C'est plus complexe que ça. Le premier, c'est que les deux pays partagent une histoire longue et riche. Donc, chacun de leur côté, ils partagent peu de moments historiques ensemble, mais chaque pays a une histoire longue et riche et un rayonnement culturel à l'international. Les deux cultures ont une sorte d'aura et sont souvent idéalisées pour n'en retenir que les éléments prestigieux ou positifs. Deuxième point, il y a un goût pour la finesse, l'élégance et une valorisation du sens esthétique. Au Japon, c'est encore plus poussé à l'extrême qu'en France. On pourrait prendre beaucoup d'exemples, les jardins japonais, les emballages des cadeaux, les bonnes manières, etc. Mais je vais ici parler des femmes, françaises et japonaises. Elles font tout pour avoir l'air belles au naturel. Mais ne vous y trompez pas, ce maquillage discret, cette coiffure qui semble naturelle, ces vêtements qui ont l'air on ne peut plus normaux, ont probablement fait l'objet de longues minutes de préparation et d'un certain investissement financier. Et cela en France comme au Japon. Point numéro 3, c'est une société qui était essentiellement agricole jusqu'à récemment. Les deux pays étaient composés principalement de fermiers, d'agriculteurs, de gens de la classe populaire, de producteurs, de maraîchers, de légumes, de viande, etc. Et l'exode rural est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est un phénomène assez récent. La concentration des personnes en ville est assez récente.
Et on constate une vraie coupure entre les habitants des villes et ceux des campagnes. C'est vraiment deux mondes différents, deux cultures, deux façons de vivre qui n'ont rien à voir. Et tout ce que tu peux voir à la télé ou dans les mangas sur le Japon, sauf peut-être dans les films de Miyazaki qui se passent souvent à la campagne, mon style de vie ici est plus comparable aux films de Miyazaki à la campagne qu'à ce que tu peux voir dans les animés, les mangas ou les choses qui se passent dans les grandes villes. Le point suivant, c'est le conformisme, et là aussi c'est encore plus poussé au Japon. Si tu te balades dans les rues de Tokyo ou des grandes villes, là où tu peux voir des foules en mouvement, et les foules japonaises sont assez impressionnantes parce qu'il y a beaucoup de Japonais, il y a beaucoup de monde qui habite ici sur un petit territoire, donc quand il y a une foule, tout de suite ça fait beaucoup d'individus au mètre carré. Donc très rapidement, tu constates une uniformité des styles, des couleurs et des attitudes. Tout est majoritairement gris, noir, beige, marron. Les couleurs neutres, pas criardes, les coupes de cheveux sont nettes et le style est très classique, laissant peu de place à la fantaisie, sauf dans les accessoires mignons comme les porte-clés, des peluches, des amulettes, accrochés au sac ou au téléphone portable, qui sont l'un des vecteurs d'expression des goûts individuels. Ces accessoires enfantins, même chez les adultes, contrastent avec la sobriété et le sérieux de tout le reste. Et c'est aussi très silencieux. On entend très peu de voix qui sortent de la foule. C'est vraiment très calme. Contrairement à la France. Les Français et Françaises, surtout à Paris et dans les grandes villes, sont aussi relativement uniformes et à tendance sobre, on va dire. Ça privilégie la sobriété de l'apparence. Ça me choquait pas particulièrement quand j'habitais en France, mais après avoir vécu au Canada, c'est l'un des premiers chocs culturels dont j'ai fait l'expérience à mon premier retour en France après 2 ans à Vancouver. C'est là que j'ai réalisé que tous les magasins étaient très ternes, surtout en hiver, les couleurs. C'est toujours les mêmes, ça tourne autour du gris, du noir, du violet foncé, enfin vraiment toujours très sombre. Et que les gens avaient globalement tous le même style de vêtements. Même maintenant, à Montréal, où il y a beaucoup de Français, je suis souvent capable de reconnaître mes compatriotes à leur petit foulard stylé ou à leur attitude un peu moins relaxe. Toujours sous surveillance, on se sent toujours sous surveillance et on est toujours méfiant du jugement des autres, une habitude française qui reste même quand on se déplace. Et il y a aussi ce je ne sais quoi qui déclenche mon radar à français. Alors il n'est pas infaillible, mais il est plutôt fiable quand même. Par contre, en France, je pense qu'on a plus de groupes sociaux qui cherchent à montrer leur apparence en se distinguant des autres groupes. Donc le style vestimentaire est uniforme à l'intérieur d'une tribu, pour utiliser un mot de marketing, mais peut présenter plus de variations qu'au Japon si on prend la population globale. Ça, c'est d'après mes observations depuis les quelques mois que j'ai passés ici. On observe aussi ce phénomène de différenciation des groupes dans les grandes villes au Japon, en particulier après la journée de travail. Mais comme je vis à la campagne, j'ai pas eu beaucoup d'occasions pour observer les détails et m'en faire une idée plus précise. Le point suivant, qui est peut-être en lien avec la conformité et l'uniformité, c'est la verticalité de la société, qui là aussi est encore plus poussée à l'extrême au Japon qu'en France. Si on regarde l'organisation de l'État et des entreprises, la France est très verticale. Elle fonctionne du haut, ou si on prend la géographie du centre parisien, qui commande vers le bas, qui obéit, qui suit les tendances, le mouvement, les règles, etc. C'est frappant surtout quand on compare à des États fédéraux comme les États-Unis ou le Canada, l'Allemagne, et à une organisation du monde du travail et du management à l'anglo-saxonne. Mais je pense que c'est en train de changer plus vite en France qu'au Japon. Surtout sur le management, en France, on essaye un peu plus d'adopter un management plus à l'anglo-saxonne, même si les réflexes français de verticalité et de hiérarchie sont très très ancrés et bougent assez lentement. Mais encore plus lentement au Japon. Et peut-être parce qu'on a encore l'héritage de la Révolution française, je ne sais pas si ça joue dans le fait que j'ai l'impression que la France est à un degré moindre par rapport au Japon quand on parle de verticalité de la société et de hiérarchie. Verticalité, patriarcat aussi, où le Japon, dans les structures de décision, c'est vraiment très 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 masculin. Le Parlement, je crois que c'est 10% de députés sont des femmes. Donc ça, la France est quand même plus en avance là-dessus. On a mis des quotas en place et ça a permis de faire bouger les choses. Ensuite, le point suivant, c'est l'amour de la bouffe, la nourriture.
Ça, c'est un point sur lequel s'accordent les Français et les Japonais. Alors bien sûr, les styles sont différents, les goûts sont différents, mais je pense que d'un côté comme de l'autre, on passe autant de temps à cuisiner qu'à manger, qu'à parler de nourriture. Mais si, pour les Français, un plat qui est bon est supérieur à un beau plat, là encore, les Japonais vont donner plus de poids à l'esthétique, l'harmonie et la symbolique de la composition du plat. Il y a une recherche qui est encore plus poussée. Et on a, là encore, un focus sur l'apparence. Par contre, quand on fait ses courses dans un supermarché japonais, je trouve effarant la quantité de nourriture ultra transformée avec plein de conservateurs. Ça donne pas très envie et je pense que c'est simplement dû au fait que les gens travaillent beaucoup et n'ont plus le temps de cuisiner, donc on se tourne vers ces solutions toutes prêtes, ou les cup noodles qui sont prêtes en 2 minutes avec juste une bouilloire d'eau chaude et un micro-ondes. On peut attraper aussi au rayon boulangerie des hot dogs ou des choses avec de la crème. Et comme quelqu'un m'a dit un jour, tu veux pas savoir ce qu'il y a dans ce hot dog pour qu'il puisse être conservé hors du frigo pendant plusieurs jours. C'est pas juste du pain et de la saucisse, il doit y avoir un sacré paquet de conservateurs et de choses pas très naturelles là-dedans. Donc depuis qu'on m'a dit ça, j'en mange un petit peu moins. J'ai réalisé que c'était pas forcément bon pour ma santé à long terme. Le point suivant, ce sont les niveaux de langue et la politesse. Entre la langue parlée tous les jours et les fioritures des formules de politesse et de la langue formelle, ce n'est pas un français et un japonais, une langue française et une langue japonaise qu'il faut apprendre, mais ce sont plusieurs variations et un jargon, et les deux sont parfois bien éloignés de la langue quotidienne. Le paradoxe est que cette langue formelle est très présente dans les procédures administratives et le service client, alors que c'est là que, en tant qu'étranger, en tant que non-natif qui ne maîtrise pas bien la langue, on aurait le plus besoin de simplifier le langage pour expliquer des procédures complexes. Et d'ailleurs, c'est pas que pour les non-natifs, mais on le constate en France aussi, en France ou partout, les classes les plus populaires qui ont une moins grande maîtrise, un moindre accès à l'éducation de qualité, une moins grande maîtrise de la langue administrative, ça crée un obstacle pour ces personnes-là et ça a été fait de façon totalement délibérée pour compliquer encore plus la vie des personnes qui n'ont pas justement cette éloquence et ces moyens de décoder le langage hyper compliqué. Donc ça participe à maintenir les personnes plus populaires dans un statut inférieur en raison des obstacles qu'il faut travailler, surmonter, etc. Alors que une personne qui a plus d'argent va pouvoir payer un avocat qui va lui expliquer en des termes simples ce qu'il y a dans le contrat, par exemple. C'est ces petites choses qui sont invisibles, mais qui permettent de maintenir le système en place. Et le dernier point, c'est une certaine tendance à se croire meilleur que tout le monde. Peut-être, je mets un point d'interrogation. Mais les Français, on est très fiers de notre pays. On n'est pas, le patriotisme ne s'exprime pas comme le patriotisme américain, mais on a quand même un petit complexe de supériorité. On est très fiers du Made in France. Les Japonais, de la même façon, sont très fiers de tout ce qui est fait au Japon et sont très fiers de leur culture en général. La philosophie, les arts français, les Japonais, la mentalité colonialiste des deux pays, tout ça a peut-être entretenu jusqu'à ce jour un complexe de supériorité, mais qui est aussi nécessaire pour fédérer la nation, donc c'est un phénomène assez naturel. Passons maintenant aux différences. 3 grandes catégories. La première, c'est la diversité de la population. La deuxième, les règles, donc les lois, les règles et le comportement vis-à-vis des règles. Et le dernier, c'est se plaindre et l'expression du mécontentement. Nous commençons avec la diversité de la population. Le Japon est une île, donc isolée. En plus, le colonialisme japonais s'est plus ou moins assuré de laisser les populations colonisées chez elles, hormis quelques communautés coréennes qui se sont établies au Japon, mais dont les membres ont toujours eu un statut particulier. Ça a peut-être changé récemment, mais les personnes de descendance coréenne au Japon étaient quand même coréens. Même si ça fait 4 générations que leur famille est au Japon, ils devaient quand même choisir leur appartenance à la Corée. Enfin, choisir. Disons qu'au début, quand
la Corée a été séparée entre Corée du Nord et Corée du Sud, les Coréens du Japon ont dû choisir s'ils voulaient s'enregistrer comme Coréens du Nord ou du Sud. Et donc, même après plusieurs générations, les enfants étaient toujours coréens et pas japonais. Donc il y a quand même une certaine obsession de garder le Japon japonais, entre guillemets, ethniquement japonais. C'est une obsession que les besoins de la société vieillissante et la mondialisation sont en train d'attaquer petit à petit, mais assez lentement quand même. Alors après, le fait que les populations colonisées par le Japon soient restées dans les pays que le Japon a envahis, comme la Corée, la Malaisie et d'autres, c'est peut-être aussi dû au fait que le Japon a perdu la guerre et donc a dû sortir de tous ces pays de façon peu glorieuse. Et la deuxième raison qui fait qu'il y a une différence entre le Japon et la France, c'est que la France est à une place stratégique en Europe et au bord de la Méditerranée. Elle est ouverte au commerce et aux invasions et au mélange des cultures depuis des siècles. Et c'est pas possible de fermer les frontières de la France. On l'a fait pendant le Covid, mais c'est quand même très inconfortable vu où on est placé. C'est beaucoup plus difficile de contrôler les allées et venues que le Japon qui est une île. Donc même si les mélanges avec les minorités racisées sont relativement récents et post-coloniaux, le fait d'avoir des populations qui viennent de différents backgrounds culturels constitue la France. J'y reviendrai dans ma conclusion parce que j'ai fait un petit peu les choses dans le désordre. Mais en tout cas, la France n'a pas hésité à faire appel à ces populations des colonies, en particulier l'Algérie, pour reconstruire le pays après la guerre, faisant venir des travailleurs et ne planifiant pas que ces personnes pourraient vouloir rester dans le pays et y faire leur vie sur le long terme. Donc la France, c'est un petit peu comme le Japon en fait. On a voulu faire venir Donc le Japon, eux, ont fait des camps de travail dans les pays colonisés. Nous, après la guerre, et même après l'indépendance, on a invité à venir les gens pour reconstruire la France. Et on s'est dit, ils vont repartir quand la France sera reconstruite et qu'on n'aura plus besoin d'eux. Donc le plan, c'était pas forcément que la France devienne une nation métissée. C'est un petit peu un accident de l'histoire. Le point suivant, c'est le comportement par rapport aux règles. Donc c'est connu, alors comme la langue française a des exceptions pour tout, les Français n'ont pas peur de contourner, détourner et même ignorer ouvertement les règles dans beaucoup de situations. Les exceptions à la règle, c'est pas que pour la langue française. Pour schématiser, je dirais qu'on considère qu'il y a toujours une exception pour soi-même. On estime toujours qu'on est un cas particulier qui justifie de ne pas respecter les règles à 100%. Oui, mais moi c'est parce que ceci ou cela, voilà, on peut avoir beaucoup d'imagination pour trouver la raison pour laquelle nous, on n'est pas obligé d'appliquer cette règle-là. Et c'est particulièrement flagrant avec quelque chose d'aussi banal que la propreté des rues ou la malpropreté des rues en France. On se sent peut-être pas autant impliqué dans le bien-être de la communauté et on n'est pas... beaucoup de gens ne ramassent pas les crottes de chiens, par exemple, même si c'est en train de changer, je pense, avec la pression sociale. À l'opposé, les Japonais sont reconnus pour leur respect des règles à la lettre. Mais bon, quand on y regarde de plus près, eux aussi ont leur stratégie pour les contourner et arriver à leur fin. Ça veut dire à obtenir ce qu'ils veulent dans de nombreuses situations. Une fois qu'on a compris que le plus important est que tout le monde sauve la face, c'est-à-dire que personne ne va apparaître comme perdant ou comme faible, on se rend compte que les Japonais et Japonaises trouvent des compromis très créatifs pour exploiter toute zone grise de la règle et au final contourner ce qui ne leur plaît pas. Louis-San, un youtubeur franco-japonais qui fait plein de vidéos très instructives sur la culture japonaise, souvent mises en parallèle de ce qui se fait en France, a dit cette phrase très juste dans une de ses vidéos. Les Japonais respectent les lois et les règles, dans la très grande majorité des cas, mais pas forcément l'esprit de la loi. Donc ils peuvent détourner l'esprit, l'intention de la loi, tout en respectant ce qui est écrit dans le texte. Donc ils peuvent exploiter tout manque de précision du langage. Par exemple, les pachinko, machines à sous très populaires, devraient être interdites car les jeux d'argent sont interdits. Mais comme jouer pour gagner ou perdre des billes est légal, ils jouent pour des billes ou autres petits objets sans valeur qu'ils vendent ou échangent ensuite contre de l'argent. Et ça, c'est légal. Et j'ai plein de petits exemples aussi, depuis que je suis ici, de petits arrangements comme ça avec les règles où on arrive quand même à débloquer des situations. Mais bon, c'est pas... faut quand même
faire un petit peu de forcing ou d'effort. Tout le monde n'est pas prêt à ne pas suivre les règles. Faut tomber sur les bonnes personnes, entre guillemets. Ensuite, le dernier point, c'est quand il faut se plaindre ou exprimer son mécontentement. Donc, l'une des différences les plus évidentes entre la France et le Japon, c'est la propension à exprimer ce qu'on pense, même si, et surtout si dans le cas de la France, c'est négatif. Par exemple, en France, on est beaucoup moins bon que les Américains ou les Canadiens à exprimer le positif. Par contre, dans le négatif, ça, on n'a pas de problème. Et le corollaire de ça, le corollaire, c'est une chose qui est liée, c'est ce que je vais appeler la docilité du caractère des habitants. En France, on est conformiste dans notre groupe social. Mais chaque groupe a des opinions propres et va se battre pour les défendre. Et aussi, on aime se plaindre. À la différence de l'Amérique du Nord où, si on généralise, la norme est plutôt d'être très expressif envers les choses positives et d'essayer d'atténuer les critiques et les conflits, ou en tout cas de les rendre moins agressives au point qu'un Français ne comprend pas la critique masquée. Et du Japon, où la norme est d'éviter les excès d'enthousiasme et surtout d'éviter tout conflit, les Français ont plutôt tendance à passer rapidement sur les choses positives. Ouais, c'est pas mal, non, c'est bien, mais voilà, pas de grand enthousiasme, et à passer du temps sur les choses négatives. Même si on exprime de plus en plus notre enthousiasme, on reste encore loin des standards nord-américains. Alors oui, on aime se plaindre et critiquer sans avoir forcément une critique constructive, mais en fait, ça nous permet d'évacuer cette chose qui nous pèse. Je dirais que ça a aussi une fonction sociale et, à mes yeux de française en tout cas, c'est utile, même si en France, parfois on va un petit peu trop loin et qu'il faudrait un meilleur équilibre. Et au Japon, comme il n'y a pas cet exutoire, comme il n'y a pas cette possibilité de... En anglais, on dirait to vent, donc de laisser aller de laisser sortir ce qui ne nous convient pas. Les jeux d'argent, la consommation d'alcool, la solitude peuvent servir de moyen d'extérioriser tout ce qui nous gêne, mais sans vraiment le faire parce qu'en fait, on n'affronte pas le problème. On le cache, on l'enterre sous d'autres choses pour nous distraire. Et donc, ces émotions restent refoulées tout au long de la journée. Bon alors, il faut relativiser aussi parce que si les syndicats sont très revendicatifs en France, les salariés individuels ne sont pas énormément syndiqués. Les syndicats sont une petite fraction des travailleurs français et les salariés individuels n'osent pas forcément se plaindre ou en tout cas pas à leur manager ou à leur direction s'ils ne sont pas heureux de leurs conditions de travail parce qu'il y a un risque de perdre leur emploi. Donc, on peut donc perdre son emploi ou avoir des moins bonnes conditions de travail au quotidien, donc on n'ose pas forcément critiquer son employeur. Mais au Japon, un employé n'oserait peut-être même pas en parler à ses collègues. Alors qu'en France, on a un petit peu plus de liberté à la machine à café. Donc comme tu le vois, il y a beaucoup de nuances dans les similarités et les différences entre les deux pays. J'espère que tu as découvert des nouvelles choses. N'hésite pas à m'envoyer des emails pour me dire ce qui t'a intéressé, ce qui t'a surpris ou des compléments d'informations si tu as une opinion sur le sujet. Et bon, c'est normal qu'il y ait autant de différences parce que nous sommes tellement éloignés géographiquement. Mais au-delà de ça, il y a aussi un vrai fossé culturel qui fait qu'on ne voit pas le monde de la même façon. Et en apprenant plus sur l'histoire du Japon, j'ai découvert que le pays est resté fermé pendant près de 2 siècles. Donc style Corée du Nord actuellement, avec des Japonais qui ne pouvaient pas sortir du pays sauf exception, et les étrangers qui ne pouvaient pas y entrer. Ceux qui s'y étaient installés avant la fermeture ont été déplacés et installés dans des sortes d'enclaves rassemblant les non-japonais, notamment des Hollandais qui étaient venus faire des affaires au Japon à l'époque la plus affluente de la marine néerlandaise. Ils se sont retrouvés parqués dans des petites zones, des quartiers de villes japonaises. Et l'ouverture est assez récente en fait parce que le Japon est resté fermé du milieu des années 1600, donc du milieu du XVIIe siècle, jusqu'à presque la fin, ou en tout cas la deuxième moitié du XIXe siècle. Ça a commencé à s'ouvrir après 1865 ou 67, et ensuite l'ouverture a été très 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 rapide, la modernisation, l'occidentalisation a été rapide, mais quand même avec toujours une identité japonaise très forte et une intégration
des choses venues de l'Occident à la sauce japonaise. Il y a quand même toujours un petit twist qui fait que on garde cette culture japonaise et cette interprétation japonaise de beaucoup de choses occidentales. Alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, de son côté, la France, de par sa position centrale en Europe et aux portes de la Méditerranée, et aussi son passé colonial, a toujours été au centre d'un mélange des cultures. C'est difficile de définir un Français. Ethniquement, un Français, c'est varié. Si on remonte à 2 ou 3 siècles, des cultures, des langues bien différentes se côtoyaient sur ce territoire, et puis ensuite, au gré des allégeances et des guerres perdues, gagnées, les contours du pays se sont progressivement dessinés pour être ceux qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce débat n'est pas fini, parce que, par exemple, si on prend même la France métropolitaine uniquement, la Corse est en train de négocier un élargissement de son statut spécial. De son côté, le Japon est un État insulaire et ethniquement homogène. Si l'influence de ses voisins et de la Chine en particulier a été grande au début, la volonté de couper net ces échanges a probablement encore une influence sur la mentalité japonaise d'aujourd'hui. Même au niveau des procédés de colonisation et d'immigration, les Japonais sont réticents à faire venir des étrangers pour du long terme. C'est en train de changer à cause des besoins de main-d'œuvre, mais une grande partie de la population a encore des idées très arrêtées sur qui peut se dire japonais. Même les personnes nées d'un parent japonais et d'un non-japonais sont définies comme half, comme moitié japonais, même si elles sont nées et ont passé toute leur vie au Japon et se sentent japonaises. Bon, pour être honnête, en France aussi, on a des personnes qui pensent encore qu'un ou une Française, c'est quelqu'un qui est blanc et dont tous les ancêtres sont nés en France et de culture catholique, même non pratiquant. Pour preuve, les groupes d'extrême droite qui s'offusquent d'une simple rumeur disant qu'Aya Nakamura aurait été priée par Emmanuel Macron de chanter une chanson d'Édith Piaf pendant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Cette petite info, qui n'est pas du tout confirmée, a déjà fait couler beaucoup d'encre. Alors bon, quand des Français critiquent le racisme des Japonais, j'ai envie de dire qu'on n'est pas beaucoup mieux en France. Les proportions varient peut-être, mais il y a aussi beaucoup de racisme silencieux en France. En tout cas, après cette petite comparaison et après 6 mois de vie ici, je ne me vois pas y vivre à long terme. Malgré mon immersion, le Japon et moi, c'est toujours la grande incompréhension. Je suis peut-être aussi victime du biais de confirmation qui fait que je vois plutôt les aspects qui me posaient déjà problème avant de partir, avant de venir ici. La culture du travail, la distance entre les gens, l'uniformité et la priorité donnée aux apparences. Et que les points positifs n'ont pas réussi à inverser la tendance. Mais aussi parce que le Japon n'est pas le Canada. Un pays qui n'est certes pas parfait, mais qui me correspond. Si le Canada se cherche une ambassadrice, je peux les aider. Appelez-moi, je vous ferai la pub du Canada, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao, ciao. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.